Alors que vous écoutez ces lignes, une caisse d'épinards est en train d'être déballée dans un supermarché quelque part près de chez vous. L'étiquette indique peut-être régional ou frais. Ce qu'elle ne dit pas, en revanche, c'est que ces épinards ont parcouru des milliers de kilomètres, qu'ils ont poussé dans des serres chauffées sous lumière artificielle, où des températures de 21 degrés sont maintenues artificiellement, alors que le gel règne à l'extérieur. Sa production a consommé tellement d'énergie que son empreinte écologique est plus importante que celle d'un steak. Il a peut-être été récolté il y a 2 semaines et a depuis voyagé via des chaînes du froid à travers la moitié de l'Europe. Pourtant, vous auriez pu récolter exactement le même légume-feuille, mais plus frais, plus riche en nutriments et avec une saveur incomparablement meilleure, juste devant votre porte. Même s'il gèle dehors, même s'il y a de la neige, même en plein milieu du mois de janvier quand le monde semble sans vie. Il existe une méthode, si simple et si ancienne, que l'industrie préférerait vous la faire oublier. Car si tout le monde savait à quel point la récolte d'épinards d'hiver est vraiment simple, si tout le monde comprenait que cette plante n'attend pratiquement que d'être récoltée en hiver, un marché entier s'effondrerait. Un marché bâti sur l'illusion que les légumes verts frais en hiver ne sont possibles que grâce à une intervention industrielle massive. Un marché qui gagne des milliards en nous faisant croire que nous en avons besoin. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous demander quelque chose. Si le sujet de l'autosuffisance, de la véritable indépendance et de la sécurité d'avoir des légumes verts frais dans votre assiette, même en temps de crise, vous intéresse vraiment, alors abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et laissez un j'aime pour que plus de personnes puissent accéder à ces informations. Car ce genre de connaissances n'est pas enseigné à l'école. On n'en parle pas aux informations. Elle se transmet discrètement, de jardinier en jardinier, de génération en génération. Et maintenant, de moi à vous. Restez jusqu'à la fin, car la dernière réflexion que je partagerai avec vous rassemble tout et vous montre pourquoi cette méthode ne fonctionne pas seulement en hiver, mais changera toute votre compréhension du jardinage, de l'autosuffisance et de la véritable indépendance. Faisons un pas en arrière. Il y a moins de 100 ans, à une époque pas si éloignée de nous, il était tout à fait normal pour les familles de récolter leurs propres légumes en hiver. Non par idéalisme, non par désir romantique d'être proche de la nature, mais par pure nécessité. Il n'y avait pas de chaîne du froid fonctionnant à travers les continents. Il n'y avait pas de commerce mondial permettant de faire venir des tomates du Maroc ou de la laitue d'Afrique du Sud en décembre. Il n'y avait pas de serre avec éclairage et chauffage artificiel consommant de l'énergie 24 heures sur 24. Les gens savaient, si l'on veut manger en hiver, si l'on veut des légumes verts frais dans son assiette en février, il faut planifier correctement en automne, il faut planter les bonnes cultures et il faut comprendre comment fonctionne la nature. Cette connaissance a presque disparu. Elle a été systématiquement remplacée par la dépendance. Dépendance vis-à-vis de chaînes d'approvisionnement plus fragiles que nous ne voulons l'admettre. Dépendance vis-à-vis de prix de l'énergie que nous ne pouvons pas contrôler. Dépendance vis-à-vis de décisions politiques prises à des milliers de kilomètres sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir. Dépendance vis-à-vis d'un système qui ne fonctionne que quand tout va parfaitement bien. Mais nous avons vu ces dernières années à quel point ce système est fragile. Une tempête paralyse les ports et soudain les rayons sont vides. Un conflit politique mène à des sanctions et la nourriture devient rare. Une crise énergétique fait grimper les prix et soudain de nombreuses personnes ne peuvent plus s'offrir les légumes dont elles avaient l'habitude. Mais le savoir ancien n'est pas perdu. Il repose encore dans la terre, dans les plantes elles-mêmes, dans les principes de la nature qui fonctionnent depuis des millénaires. Et il attend que nous nous en saisissions à nouveau. Il attend que nous arrêtions de compter exclusivement sur des systèmes externes et que nous commencions à reconquérir notre propre souveraineté alimentaire. La première étape que la plupart des gens négligent ne commence pas en hiver. Elle ne commence même pas à la fin de l'automne. Elle commence à la fin de l'été, à un moment où la plupart des jardiniers sont déjà en mode récolte et pensent à clôturer la saison. Entre la mi-août et la fin septembre se trouve la fenêtre temporelle magique durant laquelle vous fixez le cap pour toute la récolte d'hiver. Ce n'est pas une date arbitraire, c'est le résultat de millénaires d'observation et d'adaptation. La plupart des gens pensent à récolter
conserver et préparer l'hiver en août. Ils pensent à ramasser les dernières tomates, à récolter les citrouilles et à hiverner les plates-bandes du jardin. Ils ne pensent pas à semer. C'est l'erreur fondamentale de raisonnement qui empêche beaucoup d'avoir leurs propres légumes en hiver. Car l'épinard n'est pas une plante d'été, c'est crucial de le comprendre. C'est une plante de climat froid. Ses ancêtres, les formes sauvages d'origine, poussaient en Perse, dans des régions aux nuits froides et aux jours courts. Des régions où les hivers étaient cléments mais résolument frais. Des régions où les étés étaient si chauds que la plante préférait entrer en dormance plutôt que de croître. L'épinard aime précisément ce qui tue la plupart des plantes. Le gel, les périodes de lumière courtes, les températures fraîches. À des températures supérieures à 25 degrés, l'épinard commence à monter en graines. Cela signifie qu'il forme une tige florale et met toute son énergie dans la reproduction au lieu de la croissance des feuilles. Les feuilles deviennent amères, petites et immangeables. En été, cultiver des épinards est presque impossible dans de nombreuses régions. Mais en hiver, lorsque les températures chutent et que les jours raccourcissent, c'est là que l'épinard prend vie. C'est là qu'il se sent chez lui. Ainsi, si vous semez des épinards en août ou en septembre, vous ne semez pas pour l'automne. C'est la deuxième grande erreur de raisonnement. Vous semez pour janvier, février et mars. Vous créez un garde-manger vivant, un système d'approvisionnement qui croît pendant que le reste du monde dort. Vous créez une source de nourriture active quand toutes les autres sources sont au repos. Le choix de la variété est absolument crucial. Très peu de gens s'en souviennent. C'est souvent ignoré ou jugé sans importance. Mais c'est la différence entre le succès et l'échec total. Tous les épinards ne sont pas rustiques. L'industrie moderne des semences a sélectionné des variétés axées sur des rendements maximaux en peu de temps. Des variétés qui poussent vite, forment beaucoup de masse et donnent des rendements dans des conditions idéales en été. Ces variétés sont des athlètes de haut niveau qui ne fonctionnent que lorsque tout est parfait. Dès que la première vraie nuit de gel arrive, à moins 5 degrés ou moins, ces variétés sont mortes. Leurs cellules éclatent, leurs tissus s'effondrent, elles se transforment en une bouillie visqueuse. Ce dont vous avez besoin, ce sont de vieilles variétés d'épinards d'hiver robustes. Ce sont des variétés qui ne produisent peut-être pas les rendements les plus élevés ou qui mettent un peu plus de temps à pousser, mais qui possèdent un patrimoine génétique leur permettant non seulement de survivre au froid, mais d'en tirer profit. Des noms comme Géant d'hiver, Verdil, Matador, Gamma, Monopa ou Winterreusen reviennent sans cesse dans la littérature et dans les rapports des jardiniers d'hiver expérimentés. Ces variétés ont une mémoire génétique. Elles portent dans leur ADN les informations de milliers de générations ayant survécu aux hivers. Leur structure cellulaire est fondamentalement différente. Elles forment des feuilles plus petites et plus épaisses, avec une structure de parois cellulaires plus dense. Ces feuilles contiennent proportionnellement moins d'eau et plus de sève, avec une concentration en sucre plus élevée. Le sucre agit comme un antigel naturel. Il abaisse le point de congélation du fluide cellulaire. C'est le même mécanisme que celui pour lequel nous répandons du sel sur les routes en hiver. Dans une plante normale, l'eau des cellules gèle à 0 degré, et les cristaux de glace qui en résultent percent les parois cellulaires de l'intérieur. Dans une variété rustique, le fluide cellulaire ne gèle qu'à -5, -10 ou parfois même -15 degrés, selon la variété et le degré d'endurcissement. Il pousse plus lentement, c'est vrai, mais il pousse continuellement. Même à des températures juste au-dessus de 0, quand les autres plantes ont cessé de croître depuis longtemps, ces variétés d'épinards d'hiver produisent lentement, mais sûrement, de nouvelles feuilles. C'est une croissance patiente et persistante. Pas une croissance estivale explosive, mais une croissance hivernale fiable. Voici maintenant la partie qui fait la différence entre le succès et la déception. Le semis lui-même et la préparation. C'est là que la plus grosse erreur est souvent commise. Beaucoup pensent que l'épinard n'est pas exigeant et qu'on peut simplement jeter les graines n'importe où. Mais pour une récolte d'hiver réussie, il faut une préparation réfléchie. On commence par la plate-bande. Ce doit être un emplacement qui n'est pas à l'ombre pendant l'hiver. En été, une plate-bande semi-ombragée peut être idéale pour l'épinard. Mais en hiver, vous avez besoin de chaque minute de soleil possible.
Le soleil est bas, les jours sont courts et chaque rayon de soleil compte. Vous choisissez donc un emplacement exposé au sud, ou du moins qui n'est pas ombragé par des bâtiments ou des arbres. Le sol doit être préparé. L'épinard n'a pas besoin d'un sol excessivement riche. Trop d'azote dans le sol fait pousser les plantes trop vite et les rend trop tendres. De telles plantes ne sont pas rustiques. Elles sont comme des enfants gâtés qui s'effondrent au premier coup de vent. Ce dont l'épinard a besoin, c'est d'une fertilité moyenne. Idéalement, une plate-bande ou des plantes gourmandes, comme le chou ou les tomates, ont poussé précédemment, ayant déjà utilisé le sol. Une plate-bande qui a pu recevoir un peu de compost, mais pas de fumier frais ni d'engrais chimiques. La structure du sol est plus importante que sa fertilité. Le sol doit être meuble, finement émietté et bien aéré. Vous l'ameublissez avec une biobèche, grelinette, pas trop profondément, environ 15 à 20 cm. Vous brisez toutes les mottes, retirez les pierres et les restes de racines plus importants. Vous voulez une structure dans laquelle les petites graines d'épinards ont un bon contact avec la terre, mais dans laquelle l'eau peut aussi s'écouler. Et voici le point critique, le drainage. La stagnation de l'eau est le plus grand ennemi de l'épinard d'hiver. Pas le froid, pas le gel, mais l'humidité combinée au froid. Si l'eau stagne dans le sol et que les racines sont constamment détrempées, elles pourrissent. Les maladies fongiques se propagent, les plantes s'affaiblissent et meurent. Si votre sol est lourd, argileux et imperméable à l'eau, vous devez l'améliorer. Vous incorporez du sable grossier, pas du sable fin de construction, ou du compost bien décomposé qui allège la structure. Dans les cas extrêmes, vous surélevez la plate-bande, sous forme de butte ou de carré surélevé, afin que l'eau puisse mieux s'écouler. Passons au semis. Vous tracez des sillons peu profonds avec un bâton ou le manche d'un râteau, d'environ 2 à 3 cm de profondeur, pas plus. Les graines d'épinards sont relativement grosses, mais n'ont pas besoin de beaucoup de terre sur elles. Les sillons doivent être espacés d'environ 15 à 20 cm. Cet espacement est important pour la circulation de l'air en hiver. Des plantes trop serrées créent un microclimat humide, et l'humidité est, comme mentionné, le problème. Vous placez les graines à 3 ou 5 cm d'intervalle dans les sillons. Certains jardiniers sèment plus densément et éclaircissent plus tard, mais je le déconseille. Chaque blessure aux plantes, chaque repiquage les affaiblit. Vous voulez qu'elles poussent sans être dérangées là où elles germent. Vous recouvrez les graines de terre fine et vous tassez doucement pour qu'elles aient un bon contact avec le sol. Ensuite, vous arrosez abondamment une fois, mais avec précaution, avec une pomme d'arrosage. Vous voulez humidifier le sol, pas le détremper. Puis vient la partie la plus difficile. Vous laissez la nature agir. Dans les premières semaines, les graines germent à des températures supérieures à 10 degrés en 7 à 14 jours. Les premiers cotylédons apparaissent, puis les vraies feuilles dentelées d'épinards. Si le mois de septembre est doux, vous aurez déjà de petites rosettes en octobre. Et voici le secret. Vous ne récoltez pas, vous attendez. Nous sommes conditionnés à récolter immédiatement dès que quelque chose semble comestible. Mais ces plantes doivent d'abord s'endurcir. Elles doivent passer par la métamorphose qui les transforme en expertes de la survie hivernale. Elles doivent ressentir les premières gelées d'octobre quand la rosée gèle sur les feuilles. Dans cette phase, la plante modifie sa physiologie. Elle enregistre la diminution de la durée du jour et la baisse des températures. Elle convertit l'amidon en sucre qui sert d'antigel et rend le fluide cellulaire plus visqueux. Elle produit des protéines antigel spéciales et renforce ses parois cellulaires avec de la cellulose et de la lignine. Les feuilles deviennent plus fermes, presque coriaces. La plante pompe activement l'eau hors des cellules vers les espaces intercellulaires, où elle peut geler sans causer de dommages. Tout cela prend du temps. C'est pourquoi vous laissez les plantes tranquilles à l'automne. Restez à l'écoute, car voici maintenant le moment où la plupart des gens pensent avoir échoué. Les premières nuits de gel intense arrivent. -5, -10 ou même -15 degrés. Quand vous sortez le matin, vous voyez un spectacle qui vous serre le cœur. Vos plants d'épinards sont couchés à plat sur le sol. Ils sont flasques, sans vie et durs comme du verre.
Il ressemble à du tissu mort et spongieux. Votre premier réflexe est le désespoir. Vous pensez que les plantes sont mortes. Mais c'est le test. C'est là que vous vous séparez de 99% des jardiniers qui abandonnent. Vous ne faites rien. Vous les laissez tranquilles. Attendez jusqu'à midi, quand le soleil a réchauffé l'air. C'est alors que le miracle se produit. Les feuilles se redressent. En 1 heure ou 2, elles sont à nouveau vertes, fermes et vivantes. Ce n'est pas de la magie, mais de l'évolution. Lorsque la température descend en dessous de zéro, l'eau entre les cellules gèle. Les cellules elles-mêmes restent liquides grâce au sucre et aux protéines. La plante perd sa pression interne, turgidité, et s'affaisse. C'est un état de repos. Quand elle dégèle, les cellules réabsorbent l'eau et la plante se redresse. Ce processus peut se produire des dizaines de fois pendant l'hiver. Les variétés rustiques survivent jusqu'à -15 degrés sans problème. Le besoin d'une protection supplémentaire dépend de votre région. Dans les zones clémentes, les plantes se débrouillent seules. Dans les régions aux hivers rudes, il vous faut une stratégie pour atténuer les conditions les plus extrêmes. La méthode la plus simple est un voile d'hivernage. Au moins 30 grammes, de préférence 50 grammes par mètre carré. Vous le posez lâchement sur les plantes et lestez les bords. Il est respirant, laisse passer la lumière et l'eau, mais offre un gain de température de 3 à 5 degrés. Cela peut faire la différence entre la vie et la mort. Encore plus efficace est un petit tunnel ou un châssis froid. Un petit tunnel se compose d'arceaux, en métal, PVC ou tiges de saule, sur lesquels est tendu un film de serre résistant aux UV. Un petit monde à part est créé en dessous. Par les journées d'hiver ensoleillées, il peut y faire assez chaud, l'effet de serre. Les plantes utilisent cette chaleur pour la photosynthèse. Un petit tunnel peut offrir un gain de température de 10 à 15 degrés. Un châssis froid en bois avec un couvercle en verre est encore plus stable et emmagasine mieux la chaleur. Important pour toutes les méthodes, la ventilation. Par temps ensoleillé, vous devez ouvrir la protection pour que la chaleur ne s'accumule pas. Sinon, les plantes commencent à transpirer ou à fleurir car elles croient que c'est le printemps. Nous arrivons maintenant au point culminant, la récolte en janvier ou février. Alors que vos voisins cherchent des légumes importés coûteux au supermarché, vous allez à votre plate-bande. Il est là, un épinard d'un vert foncé et vigoureux. Les feuilles sont plus compactes et plus fermes qu'en été, pleines de saveurs et de nutriments. Le goût est plus intense, plus noisette et plus sucré en raison de la forte teneur en sucre. Vous récoltez d'une manière spéciale. Vous ne coupez pas toute la plante, mais seulement les feuilles extérieures. Vous laissez le cœur de la plante en place. De cette façon, la plante produit continuellement de nouvelles feuilles. Ce cycle fonctionne de novembre jusqu'à mars ou avril. Vous avez créé une installation de stockage vivante qui fonctionne sans électricité, sans chauffage et sans chaîne d'approvisionnement mondiale. Cela signifie la liberté. Lorsque les pénuries d'approvisionnement deviennent la norme ou que les prix de l'énergie grimpent, vous avez toujours des légumes verts frais. Mais la récolte d'épinards d'hiver est plus qu'une technique. C'est un principe de vie. C'est le principe de la préparation. Agir avant que la crise n'arrive. C'est le principe de la patience. Faire confiance au processus et donner aux choses le temps de s'endurcir. Et c'est le principe de la résilience. La force ne signifie pas éviter l'adversité, mais y résister. Pratiquement parlant, l'arrosage en hiver est un sujet délicat. N'arroser que lorsque le sol est vraiment sec, à une profondeur de 5 cm, et uniquement les jours sans gel. Généralement, les précipitations naturelles sont tout à fait suffisantes. Un énorme avantage en hiver. Il n'y a presque pas de parasites. Les pucerons et les limaces sont inactifs. Les maladies fongiques se développent peu dans le froid. Vous n'avez besoin d'aucun pesticide. Pour une sécurité maximale, vous devriez diversifier. Planter 2 ou 3 variétés différentes en même temps. L'une peut être particulièrement résistante au gel, l'autre pousse plus vite. De cette façon, vous avez toujours une solution de secours. Vous pouvez aussi semer par étapes, mi-août, début septembre, fin septembre, pour prolonger la période de récolte jusqu'en avril. Cela fonctionne même sans jardin, dans des bacs surélevés ou des contenants sur le balcon. Un bac surélevé est plus chaud et a un meilleur drainage. Un contenant contre le mur d'une maison
profitent de la chaleur emmagasinée par le bâtiment. En fin de compte, c'est une question de sentiment d'auto-efficacité. Quand vous marchez dans la neige en janvier et que vous récoltez vos propres légumes, vous comprenez quelque chose de fondamental sur l'indépendance. C'est un petit acte d'autodétermination qui change votre conscience. Vous n'êtes plus un consommateur passif, mais un producteur actif. La récolte d'épinards d'hiver nous enseigne les rythmes de la nature, qu'il y a un temps pour semer et un temps pour attendre. Dans un monde frénétique, c'est une encre. Les anciennes méthodes sont robustes. Elles ont survécu aux guerres et aux crises. Il vous suffit de vous réapproprier ce savoir. La question n'est pas de savoir si vous avez le temps ou l'espace, mais si vous pouvez vous permettre de ne pas le faire. Chaque année où vous développez ces compétences, vous devenez plus fort et plus indépendant. Aucun krach économique ne peut vous enlever votre savoir. Le pouvoir est entre vos mains. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un morceau de terre, de quelques graines et de la volonté de commencer. Si cette histoire a changé votre vision des mois d'hiver prétendument sans vie dans votre jardin, alors abonnez-vous à notre chaîne. Nous déterrons l'histoire que les gens ont essayé d'enfouir. Plantez l'avenir et regagnez votre indépendance. Le prochain trésor de l'autosuffisance sera bientôt révélé. Restez forts, restez indépendants et surtout, commencez.